tu es responsable du pôle co-construction et partenariat, programme mobilité électrique, si je ne me trompe pas. Juste une petite question avant que tu commences. Aujourd'hui, sur les activités d'Enedis liées au Covid-19. Oui, tout à fait. Bah, effectivement, cette crise de grande ampleur touche bien évidemment toute la société. Comme tu l'as dit, Xavier, on est tous mobilisés. Et bien évidemment, Enedis, dans ses activités de mission de service public pour la continuité déjà de l'alimentation électrique, est pleinement mobilisé. Donc, on a évidemment pris toutes les mesures pour que tous les dépannages d'électricité puissent être assurés, ainsi que toutes les interventions dites d'urgence, y compris les interventions de mise en service ou de rétablissement auprès notamment de malades à haut risque vital ou de raccordement, de mise en service de raccordement qui seraient absolument urgentes, notamment par rapport à des problématiques liées à la santé. Voilà. Alors, bien évidemment, tous nos collaborateurs sont en télétravail, la majorité, donc pour toutes les activités je dirais classique du quotidien, bah, il y a une forme de stand-by qui est un peu propre à toute la société en ce moment. Donc c'est vrai que pour tous les dossiers en cours de raccordement, bah, il va falloir effectivement être patient. Comme le disait l'intervenant juste avant, bah, les chantiers sont suspendus. Par contre, tout ce qui est activité de back-office, études, reste, reste pleinement active puisque bah, nos chargés d'études ou chargés de raccordement bah, continuent à travailler de chez eux. Oui. Mais en tout cas, on remercie, moi je remercie Enedis, et d'ailleurs on voit tous les réseaux, hein, parce qu'aujourd'hui les réseaux d'opérateurs aussi téléphoniques, mais l'électricité, parce que si on peut plus faire chauffer, on est confiné chez nous, si on n'a plus accès à l'électricité, ça devient très compliqué. Donc on vous remercie de tenir aussi la barque par ce moment, et toutes les équipes d'Enedis qui travaillent par ce moment particulièrement difficile, parce qu'on a bien besoin les citoyens ont bien besoin de vous, et c'est super. Donc ta présentation qui va avoir lieu, donc on va parler colonne montante et borne de recharge pour véhicules électriques. On prépare l'avenir aussi, hein, on sortira forcément de cette crise, et donc préparons l'avenir, et ça va être ton propos. Sur cette présentation, tu as environ un petit quart d'heure de présentation, et on posera des questions après. Merci à toi. Tout à fait. Donc, bah, écoutez, je vais passer assez rapidement sur qui nous sommes. Hein. Donc, Enedis, nous sommes le distributeur d'électricité qui couvrons 95% du territoire. Donc, dans la chaîne effectivement d'alimentation électrique, vous avez des activités qui sont dites en concurrence. C'est la production et la fourniture d'électricité. Et puis des activités qui sont dites en monopole. Donc, c'est le transport, le grand transport d'électricité qui est assuré par RTE. Et puis donc la distribution qui va jusqu'au compteur de votre appartement et de chaque logement. Voilà. Donc nos missions donc de service public, nous ne sommes pas véritablement un acteur marchand, hein, nous sommes plutôt un opérateur de service public au service de tous les acteurs afin de rendre possible justement toute l'activité. Alors effectivement, bien sûr, la continuité de service de l'alimentation électrique, mais aussi le raccordement des clients au réseau, l'accompagnement des projets de collectivités locales, et bien sûr aussi le comptage pour les fournisseurs d'énergie. Et voilà, s'il y a des questions sur le compteur Linky, j'y répondrai avec plaisir, même si ce n'est pas l'objet premier de ma présentation. Alors, je vais commencer par vous parler des colonnes montantes. Donc, effectivement, les colonnes montantes, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre sur les derniers mois ou dernières années, notamment avec la loi Elan en 2018, qui a acté dans un de ses articles la possibilité de transférer les colonnes montantes aux distributeurs. Donc déjà, petit point de définition, qu'est-ce que c'est qu'une colonne montante? Bah, tout simplement, la distribution d'électricité dans votre immeuble est assurée par cet organe qui est composé de deux parties, une liaison publique qui est raccordée sur ce qu'on appelle nous le réseau. Hein. Donc le réseau, c'est le réseau basse tension qui circule dans la rue, voilà, au pied de votre immeuble, qui peut quelquefois rentrer dans votre immeuble si vous avez une grosse copropriété avec un poste de transformation
dans votre bâtiment. Donc, raccordé sur ce réseau, vous avez cette liaison publique avec un coffret coupe-circuit, voilà, qui assure la protection générale de l'immeuble. Et puis ensuite, un branchement collectif qu'on appelle la colonne montante, parce que visuellement, c'est en fait des matériels électriques, des câbles qui circulent en gaine technique, souvent dans la cage d'escalier, et qui viennent alimenter par des dérivations individuelles, donc c'est les petits tirets jaunes que vous voyez, qui viennent alimenter chaque compteur de chaque local. Et donc, effectivement, les compteurs peuvent être mis soit dans la gaine technique, soit dans le logement, mais la partie terminale jusqu'au disjoncteur général, comme on l'appelle, fait partie de la colonne montante. Alors, d'où vient la problématique de ce fameux transfert de la colonne montante? C'est que aux alentours de 1992, il y a eu un changement dans le régime de la concession de distribution d'électricité qui a marqué le fait qu'à partir de 1992, la plupart des immeubles construits après cette date bénéficiaient d'une remise en concession de cet ouvrage, de la colonne montante, qui était donc transféré en propriété du propriétaire du bâtiment vers la concession publique. Et donc, en creux, comme il n'y avait pas forcément, c'était pas très clair, mais avant 1992, cet ouvrage a été considéré, en tout cas par nous, et puis par un certain nombre d'avis juridiques, comme la propriété du propriétaire du bâtiment, donc soit le syndicat des copropriétaires, soit le bailleur social. Il se trouvait qu'effectivement, dans le cadre de travaux nécessaires sur cette colonne, ça avait fait l'objet d'un certain nombre de contentieux, hein, il faut le dire, puisqu'effectivement, cet ouvrage étant propriétaire des syndicats des copropriétaires, il appartenait à ce syndicat des copropriétaires, notamment d'assurer les remises en conformité de ces ouvrages. Le législateur, voyant effectivement qu'il y avait un souci, je dirais, de contentieux entre les parties prenantes, a voulu clarifier le contexte réglementaire en faisant paraître dans la loi Elan un transfert donc, de toutes les colonnes qui étaient dites hors concession dans le périmètre de la concession publique, c'est-à-dire dans le périmètre de gestion d'Enedis. Alors concrètement, il y a quand même une période de 2 ans, une petite période là d'observation, depuis le 23 novembre 2018 et donc jusqu'au 23 novembre 2020, durant laquelle une copropriété a la possibilité, si elle le souhaite, et bien évidemment, de notifier au GRD le fait qu'elle souhaite conserver la propriété de la colonne. Elle a la même faculté de notifier de manière anticipée, donc sans attendre l'échéance du 22 novembre 2020, le transfert définitif de la colonne au GRD. Donc c'est cette petite case orange là que j'ai que j'ai mis sur le PowerPoint. Et effectivement, ce transfert ce transfert n'est pas obligatoire. En revanche, si le propriétaire veut absolument garder la propriété de la colonne, mais il doit impérativement le faire dans cette période des 2 ans. Et il garde la possibilité dans ce cas-là, ultérieurement, de pouvoir, s'il le souhaite et s'il change d'avis, transférer à nouveau la colonne, mais dans ce cas, il sera susceptible de devoir remettre en état la colonne à ses frais. En revanche, si le propriétaire choisit de notifier le transfert de la colonne dès à présent au GRD, ou tout simplement si la copropriété attend sans rien faire le 22 novembre 2020, la colonne est réputée transférée en l'état. Donc évidemment, elle ne fait pas l'objet d'un rachat du GRD. Donc on ne rachète pas les colonnes. Et en revanche, il n'y a pas d'obligation de travaux ni pour le propriétaire avant de transférer la colonne, ni pour le GRD, ni pour Enedis à réception de cette colonne. Alors, quelques questions corollaires sur ce transfert. Donc, bien évidemment, le 23 novembre 2020, donc l'ensemble des colonnes électriques sera transféré au gestionnaire de réseau de distribution. Donc, Enedis, comme je l'ai dit, nous, on couvre 95% des territoires.
Si vous êtes sur Strasbourg, Grenoble ou Metz, vous pouvez avoir une régie locale de distribution. Et ben, c'est cette régie locale qui récupérera la gestion de cet ouvrage. Le transfert ne concerne bien que l'ouvrage électrique de branchement. Comme je l'ai précisé dans la définition, c'est tous les matériels électriques, mais pas le génie civil qu'il y a autour, notamment la gaine technique, l'amiante qui pourrait être contenue dans ces gaines techniques, et donc tous les travaux qui pourraient être nécessaires sur cet ouvrage électrique seront pris en charge pour la partie électrique par le GRD, mais pour la partie génie civil resteront à la charge de la copropriété. Alors, comme je le disais, il n'y a pas d'obligation de travaux. Et donc, pour notre part, donc on va réceptionner environ 800 000 colonnes montantes. Hein, c'est donc un volume très important. Il n'est pas prévu de faire un audit ou un diagnostic de toutes ces colonnes. Donc, on les récupère d'un point de vue patrimonial et juridique et administratif en l'état. Et le renouvellement de ces colonnes montantes s'effectuera au gré des priorités que l'on pourra identifier, avec d'une part, bien évidemment, les interventions liées à la sécurité des personnes et des biens, c'est-à-dire que si une colonne présente un dysfonctionnement qui a fait l'objet notamment d'une intervention de nos services de dépannage pour assurer un rétablissement provisoire de l'électricité et que des travaux de réparation définitive sont à mener, bien évidemment, on priorisera ces travaux-là. Et par ailleurs, s'il y a des demandes d'augmentation de puissance sur cette colonne, parce que de nouveaux raccordements arrivent, je ne sais pas, une antenne 5G sur le toit, ou bien on va le voir tout à l'heure, des bornes de recharge électrique dans le parking, et que cette colonne s'avère sous contrainte et ne permet pas d'alimenter ses besoins de puissance, il faudra la refaire. Et là, effectivement, il y aura, en fonction de la problématique d'adaptation de puissance, une répartition des coûts entre le demandeur du raccordement et le GRD. Alors évidemment, pour en savoir plus, je vous ai mis le lien sur notre site enedis.fr et vous y trouverez aussi le lien vers le portail qui permet de faire cette fameuse déclaration, soit de vouloir garder la colonne montante en propriété, soit effectivement de vouloir notifier le transfert anticipé de la colonne. Et encore une fois, si vous ne faites rien, je dirais le 23 novembre 2020, la colonne sera de toute façon, dans ce cas-là, dans le périmètre du GRD. Alors, je vais passer sans transition sur les bornes de recharge de véhicules électriques. Alors, sur les bornes de recharge en parking, donc c'est une problématique qui est en train de monter en puissance, hein, voilà, sans mauvais jeu de mots, étant chez Enedis. Mais effectivement, notamment en région parisienne, en Île-de-France, et puis dans les grandes métropoles, notamment sur Lyon ou sur Nice, ou Strasbourg aussi, qui est très en pointe en termes de politique publique, on voit qu'il y a une forte aspiration des citoyens à moins polluer et à moins émettre de CO2, et puis aussi une forte pression de la politique publique à travers des zones à circulation restreinte pour limiter les accès aux hypercentres à des véhicules qui seraient purement thermiques. Effectivement, le sens de l'histoire va vers le développement des véhicules électriques et les constructeurs automobiles font en ce moment une campagne assez appuyée pour effectivement promouvoir les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Et donc, très concrètement, on se pose la question de la recharge de ces véhicules. Et majoritairement, la recharge se fait à domicile. C'est-à-dire quand vous achetez une voiture électrique, vous allez chercher à pouvoir la recharger chez vous pendant la nuit, en temps masqué, et en plus en payant une électricité qui est entre guillemets la moins chère, puisque c'est celle de votre contrat de fourniture. Voilà, sachant que les services de recharge en voirie, en voie publique ou en centre commercial existent, peuvent être quelquefois gratuits ou peuvent être payants et peuvent apporter un complément utile pour recharger sa voiture. Alors, les niveaux de recharge usuels pour la recharge en résidentiel, il y a deux niveaux, il y a 3 kW et 7 kW pour faire simple. 3 kW peuvent être très largement suffisants pour un véhicule hybride rechargeable, puisque souvent le véhicule hybride rechargeable va avoir 50 km d'autonomie. Et donc en 3 heures, avec 3 kW, on recharge sa petite batterie d'hybride rechargeable.
En revanche, pour un véhicule 100% électrique, on est plutôt sur une gamme de 7 kW, en tout cas la puissance nominale qui est retenue pour tout ce qui est dimensionnement. Ensuite, lorsque vous avez des utilisateurs en copropriété qui veulent acquérir un véhicule électrique, il y a deux types de démarches. Alors, il y a une démarche qui s'appelle le droit à la prise. Donc, effectivement, un utilisateur résident, ce n'est pas forcément le copropriétaire, ça peut être le locataire du copropriétaire bailleur, a tout à fait le droit à faire installer sa borne de recharge individuelle sur sa place de parking et la copropriété ne peut pas s'y opposer, sauf motif sérieux et légitime. Donc, cette démarche individuelle permet de garantir les droits de l'utilisateur et du résident. En revanche, elle n'est pas forcément facile à gérer d'un point de vue de la copropriété parce que vous imaginez bien que pour le premier utilisateur, ça va passer, mais si on a 3, 4, 5, 6 utilisateurs qui exercent ce droit à la prise et veulent se raccorder individuellement, ça risque de devenir vite un plat de spaghettis dans les parkings en termes de câblage électrique. Et donc, nous, le message qu'on peut faire passer en tant que distributeur d'électricité et garant aussi de la sécurité électrique des bâtiments, c'est de privilégier une démarche collective. Une démarche collective qui est bien sûr évolutive, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'équiper tout le monde tout de suite, mais c'est de prévoir une infrastructure qui permette aux premiers utilisateurs d'installer leurs bornes, mais aussi de pouvoir progressivement répondre aux besoins des futurs utilisateurs et de manière non discriminatoire, pas dans une logique du premier arrivé, premier servi et les autres, tant pis pour eux, mais c'est de concevoir une infrastructure collective qui prémunisse le droit de chaque copropriétaire à bénéficier d'un accès à la puissance électrique s'il souhaite installer sa borne de recharge. Alors, plusieurs configurations de ces installations collectives sont possibles. On a édité, j'en profite pour faire une petite pub, et on pourra le mettre peut-être en lien ou sur les docs si vous remplissez bien votre questionnaire à satisfaction. On a réalisé côté Enedis un guide pour accompagner les copropriétés dans la conception, l'élaboration de leurs projets d'infrastructures collectives de raccordement de bornes de recharge. Et donc, ces schémas sont tirés de ce guide. Donc, la première configuration, c'est finalement une extension de la colonne montante. Maintenant, vous connaissez très bien la colonne montante, donc je ne vais pas vous rappeler ce que c'est. Donc, le principe, c'est de mettre un câble dans le parking et d'alimenter un compteur par place de parking et donc par utilisateur. Le deuxième schéma, c'est un raccordement des services généraux avec un petit schéma 2 bis qui est la possibilité de mettre un compteur d'Enedis qui permettent d'isoler le contrat de fourniture d'électricité des bornes de recharge si on veut l'isoler du contrat de fourniture d'électricité des services généraux, notamment dans le cas de la délégation à un opérateur d'infrastructure, par exemple. Et puis le troisième cas, c'est la création d'un nouveau compteur dédié pour l'ensemble des bornes de recharge. Alors très rapidement, je vais faire un petit focus sur chacun de ces trois configurations principales. La première, c'est donc la solution un compteur par borne utilisateur. Donc, vous voyez quelques photographies extraites d'une réalisation sur Lyon. Donc, le principe, c'est d'avoir un câble électrique qui est donc un câble public, donc ce qu'on appelle la colonne horizontale, qui circule en chemin de câble. C'est ce que vous voyez la photo en bas à gauche. Ce câble, en fait, passe devant chaque place de garage ou chaque box. Là, en l'occurrence, c'est des box. Et donc, chaque copropriétaire bénéficie finalement d'un droit de raccordement sur ce câble qui est donc à des coûts complètement normés et tarifés. Cette colonne, en plus, bénéficie d'une prise en charge de 40% au titre de la réfaction des coûts de raccordement. Donc, tout coût de raccordement au réseau est pris en charge à hauteur de 40% par la collectivité. L'intérêt, c'est que effectivement, ensuite, chaque utilisateur, donc là, en l'occurrence, vous voyez photo en bas à droite, un des copropriétaires a fait équiper son box, donc a mis en place son compteur dans son box avec son tableau électrique qui reprend l'éclairage de son box, la motorisation de son portail et puis aussi sa borne de recharge qu'on voit tout au fond. Et donc là, le copropriétaire ouvre un contrat de fourniture avec le fournisseur de son choix et achète directement son électricité. Voilà, donc, il est pleinement autonome.
Ensuite, vous avez la connexion sur le compteur des services généraux. Donc là, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de création de nouvelles installations électriques. On récupère l'installation électrique déjà existante, donc c'est souvent, entre guillemets, le moins cher et le plus facile à mettre en place. Les points d'attention, c'est qu'en fait, on a souvent une capacité de puissance sur ces services généraux qui reste malgré tout limitée. Donc, on va pouvoir, par cette solution, raccorder un, deux ou trois utilisateurs, mais attention, cette solution n'est pas forcément très évolutive dans une logique où on raccorderait un nombre significatif d'utilisateurs dans la copropriété. En tout cas, il faut être vigilant de voir est-ce que la capacité de puissance des services généraux le permet. Et puis, lorsqu'on se raccorde sur les services généraux, il convient d'éviter de perturber le fonctionnement des services généraux par la recharge de véhicules électriques, ou inversement, d'ailleurs, la recharge de véhicules électriques peut être perturbée aussi par le fonctionnement des fois des ascenseurs. Donc, il y a une étude électrique à faire et notamment un bon équilibrage des phases. Voilà. Donc, en outre, la problématique derrière de la recharge, c'est qu'il y a nécessité pour le syndic de faire une répartition des charges en refacturant les consommations qui sont prises sur donc, le compteur services généraux auprès de chaque copropriétaire. Alors, comme je l'ai dit, dans le modèle 2 bis, c'est un modèle où en fait, la copropriété peut choisir de déléguer finalement à un opérateur privé le soin de gérer l'ensemble du service de recharge et même de décompter finalement la fourniture d'électricité en isolant cette fourniture par un compteur dédié du GRD. Et dans ce cas-là, nous, on peut poser un compteur dédié afin de permettre à cet opérateur de souscrire son propre contrat de fourniture. Puis le dernier schéma, c'est la création d'un compteur spécifique, alors qui peut être fait par la copropriété, qui peut être aussi délégué par la copropriété auprès d'un opérateur qui peut, lui, agir en clé en main ou bien même se positionner en tiers investisseur. Donc certains opérateurs de services proposent notamment de prendre en charge les coûts d'investissement de mise en place de cette infrastructure. Et dans ce cas-là, bien évidemment, propose un service de recharge aux utilisateurs qui comprend aussi les coûts d'amortissement. Donc, du coup, le service de recharge est un peu plus cher que si on achetait tout simplement son électricité. Voilà. L'autre point sensible à regarder, c'est que finalement, on raccorde un nouveau compteur sur la colonne montante. Et donc, comme je le disais, il faut regarder si la colonne montante a la capacité à absorber cette adaptation de puissance ou s'il faut faire des travaux d'adaptation sur cette colonne. Donc après, effectivement, l'utilisateur, si la copropriété gère le service directement, c'est le syndic qui fait une répartition du contrat d'alimentation électrique principal sur les différents utilisateurs du service. Si c'est délégué à un opérateur, l'opérateur peut soit faire de la répartition de consommation électrique, soit appliquer, comme je disais, un forfait de service de recharge qui comprend l'ensemble du service, y compris le cas échéant l'amortissement de l'installation si la copropriété a choisi de déléguer à cet opérateur le soin de faire l'investissement. Alors, quelques points, un petit focus sur les dispositifs d'aide. Donc, vous avez des dispositifs d'aide qui assurent une prise en charge de 50% de ces travaux, à la fois pour le copropriétaire dans l'installation de sa propre borne privée, donc en fonction qu'elle bénéficie ou pas d'un pilotage, et puis aussi au niveau de la copropriété, donc c'est le plan 3000 copro qui a été mis en place par le gouvernement et qui est financé aussi par les C2E. Et qui est donc opéré par l'opérateur qui s'appelle Advenir. Et donc, vous avez dans notre guide le lien. Et donc, si vous voulez aussi des informations, vous pouvez aller tout simplement sur Google et taper Advenir et vous avez le site advenir.mobi qui vous explique toutes ces conditions. Donc, l'infrastructure collective, tous les schémas que je vous ai présentés sont éligibles à cette prise en charge de 50%. Sous couvert du fait que les schémas doivent être en capacité d'alimenter au moins 20% des besoins totaux du parking. Voilà. Pourquoi 20%? Parce que en fait, c'est tout simplement ce qui est demandé aussi aux promoteurs dans l'immobilier neuf. Donc, le principe de cette subvention, c'est d'apporter une aide supplémentaire. Il y a une aide complémentaire d'ailleurs pour assumer les travaux de voirie, notamment lorsque les copropriétés ont des parkings extérieurs.
Et pour terminer, donc vous avez le crédit d'impôt transition énergétique qui aussi rajoute 300 € forfaitaires pour les propriétaires et sans condition de ressources. Et donc qui vient s'ajouter en fait et qui vient se cumuler à ces aides. Vous avez aussi l'application du TVA à taux réduit à 5,5 pour l'ensemble des travaux à la fois collectifs et individuels pour l'installation d'une borne. Et certaines collectivités proposent aussi des aides complémentaires, notamment la ville de Paris propose une aide complémentaire de 4 000 €. Et donc quasiment, ce qui revient à une prise en charge quasi complète du coût d'installation collective. Alors, dépêchez-vous, ça ne durera pas, parce que j'ai cru comprendre que la ville de Paris était en train de revoir sa politique là-dessus. Voilà, pour terminer, pour en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site enedis.fr, mais vous pouvez aller aussi sur les sites institutionnels, donc jeroulenenélectrique.fr si vous avez des questions sur le passage au véhicule électrique, advenir.mobi pour les subventions à venir. Et puis je renvoie aussi un petit clin d'œil à notre première intervenante sur l'Agence parisienne du climat, avec qui on a signé un partenariat pour accompagner les copropriétés dans leurs projets d'infrastructure de recharge de véhicules électriques. Super. Merci Olivier pour cette présentation qui était un propos très clair sur ces deux sujets. Benjamin, je crois qu'on a quelques questions. On a beaucoup de questions même. On va pouvoir toutes les poser parce que je vois le temps qui file. Il y a des questions sur les deux sujets. Alors, je vais commencer avec une question de Florence. Quel est l'intérêt de maintenir la colonne montante en propriété privée? Très honnêtement, enfin, j'en vois pas, mais on va dire, c'est une clause constitutionnelle parce qu'il y a un droit de propriété en France et qu'il faut le respecter, et qu'on ne pouvait pas déposséder les copropriétés sans leur laisser la possibilité à tout le moins d'avoir la possibilité de garder en propriété. Je crois que au dernier comptage chez moi en interne, on avait recensé une dizaine de propriétaires, bailleurs ou copropriétés qui avaient choisi de garder la propriété de la colonne. Mais effectivement, il y a assez peu d'intérêt, surtout sur le long terme. D'accord. Une question de Marcel, cette fois-ci sur les bornes de recharge. Quelles sont les solutions pour les parkings aériens qui n'ont pas de mur pour supporter les câbles? Oui, alors les solutions techniques sont un peu les mêmes que les solutions qu'on peut voir en voirie, c'est-à-dire que ce sont des bornes sur socle. Et c'est pour ça qu'effectivement, alors quand vous êtes sur des parkings extérieurs, vous allez il y a du terrassement à faire pour amener les câbles et les enterrer, et puis effectivement avec des émergences pour positionner ces bornes sur socle. Quand les parkings sont aériens, c'est-à-dire peut-être sur un toit, là c'est encore plus compliqué. Là c'est très compliqué parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il faut passer par des goulottes pour amener les câbles et effectivement fixer les bornes sur socle au sol. Merci. Une question de Mathieu. Comment se vend-il le coût des travaux entre la copro et Enedis lors d'une augmentation de puissance de la colonne électrique après transfert en concession? Après transfert. Alors, c'est une bonne question, effectivement. Il y a deux cas de figure. Soit la colonne montante est déjà en contrainte électrique, parce qu'on a des vieilles colonnes montantes et que, par exemple, les besoins ont évolué, on a installé plus de matériel électrique. Donc, il se trouve que la colonne est déjà en contrainte. Et dans ce cas-là, la rénovation complète de la colonne est intégralement à la charge d'Enedis. Si en revanche la colonne était, j'allais dire, vieille, mais tout à fait fonctionnelle et qu'elle répondait tout à fait aux besoins de puissance de l'immeuble, et qu'un nouveau demandeur arrive et demande à raccorder, par exemple, je ne sais pas, SFR demande à raccorder une antenne 4G sur le toit, et que ce raccordement vient faire dépasser la capacité de la colonne et qu'il faut refaire la colonne, à ce moment-là, la répartition de coûts est 60% à la charge du demandeur et 40% à la charge d'Enedis. Peut-être une dernière question? D'ailleurs, oui. Faut-il se méfier de certaines pratiques commerciales en matière d'installation IRVE? Il faut être très vigilant, c'est-à-dire que les bonnes questions à se poser pour la copropriété, c'est, comme je l'ai dit, est-ce qu'on veut installer une infrastructure collective ou est-ce qu'on laisse chaque copropriétaire faire une démarche individuelle? Ensuite, sur l'infrastructure collective, c'est est-ce qu'on va avoir une démarche patrimoniale et donc installer une infrastructure dont on garde la propriété, ou est-ce qu'on veut déléguer à un tiers investisseur? Sachant que dans ce cas-là, le tiers investisseur, l'opérateur va investir mais va être propriétaire de l'installation. Et donc, il faut bien identifier dans le contrat de service qui lie avec la copropriété, dans la convention,
quels sont les droits de retour pour la copropriété du matériel à échéance du contrat, quelles sont les conditions de rachat de l'infrastructure, et que se passe-t-il en cas de défaillance du fournisseur, voilà, s'il dépose le bilan, et quelles sont aussi les évolutions tarifaires, puisque quelque part, lorsqu'on délègue à un opérateur qui investit dans la copropriété, c'est comme si on lui donnait une sorte de monopole privé sur le parking. Donc, il y a des points de vigilance à avoir là-dessus. Voilà, merci beaucoup Olivier pour cette présentation, Olivier Terral, Enedis.